Alors, comment la défense de Chelsea réagira-t-elle face au pressing haut du Paris Saint-Germain? Cette question, en apparence anodine, ouvre en réalité la porte d'un véritable labyrinthe tactique. Commençons par une évidence. Chelsea aborde cette finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 avec une défense qui n'a jamais été son point fort. L'axe central est occupé par un duo jeune, plein de promesses mais aussi d'incertitudes. Trevoh Chalobah et Tosin Adarabioyo, tous deux affichent une fâcheuse tendance à rater leur relance lorsqu'ils sont sous pression. Et cela n'a évidemment pas échappé à Luis Enrique, maître incontesté du pressing haut, qu'il a transformé en un art capable de désintégrer l'équilibre de l'adversaire. Si l'on retrace le parcours de Chelsea, de Flamengo à Palmeiras, puis Benfica, une constante saute aux yeux, aucun de ses adversaires ne les a contraints à évoluer sous une pression intense dès leur propre surface. La sortie de balle était fluide. Les phases de construction laissaient suffisamment d'espace à Enzo Fernandez et Moises Caicedo pour dicter le tempo, mais cette réalité-là vole en éclats face au Paris Saint-Germain, une version en pleine possession de ses moyens, portée par une structure éclatée des rôles et un pressing intégral, de l'attaque à la défense. Le détail décisif ici ne tient pas au nom de Dembélé en lui-même, mais à sa position. Ousmane Dembélé, que l'on pourrait instinctivement cataloguer comme ailier, évolue en réalité comme un faux neuf, pas dans le style Messi ou Firmino. Non, Dembélé est plutôt une anomalie tactique, un facteur de chaos. Il décroche sans cesse, attirant un défenseur central hors de sa ligne, ce qui fracture la structure défensive de Chelsea, puis soudain, il accélère ou libère le ballon d'un coup, orientant le jeu vers les ailes, là où Gvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué attendent déjà en surnombre, prêts à frapper. Imaginez la scène suivante. Chelsea tente de construire depuis son camp. Le ballon part des pieds du gardien Sanchez, passe à Chalobah, puis glisse latéralement vers Adarabioyo. Caicedo redescend pour offrir une solution, mais à cet instant précis, Dembélé surgit comme une ombre, pas pour récupérer le ballon, non, mais pour verrouiller l'espace de réception de Caicedo. Aussitôt, Gvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ferment les ailes. Hakimi monte côté droit. Nuno Mendes se recentre côté gauche. Tout un piège de pressing était mis en place, non pas pour intercepter, mais pour forcer Chelsea à commettre une erreur. Une seule mauvaise décision et le ballon est perdu dans une zone fatale. C'est là que réside la clé du système parisien. Le pressing n'est pas un simple duel physique, c'est une mécanique à 5 têtes où chaque joueur neutralise une ligne de passe. Dembélé ouvre le bal, suivi par Vitinha, doté d'une lecture de jeu éclair, et João Neves, jeune révélation qui s'impose comme un véritable contrôleur invisible. Toute tentative d'ouverture sur les côtés est immédiatement contrée par un contre-pressing agressif. Et si Chelsea tente une longue relance par-dessus, il faudra d'abord franchir le mur formé par Marquinhos et Beraldo, probablement le duo défensif le plus constant du tournoi. Chelsea a-t-il une porte de sortie? Oui, mais à une seule condition, réussir à franchir la première ligne de pressing. Tout repose sur la rapidité de la transition entre Sanchez et Enzo ou Caicedo, deux joueurs capables de jouer en une touche pour lancer Gusto ou Cucurella sur les ailes, car lorsque Paris pousse haut, les couloirs deviennent les zones les plus délaissées. Si Palmer ou Nkunku parviennent à se libérer entre les lignes, dans cette fameuse zone du numéro 10, alors une seule transversale bien dosée pourrait suffire. Chelsea pourrait frapper en contre, misant sur la vitesse de João Pedro ou l'intelligence de placement de Palmer. Mais avant d'en arriver là, les Blues devront survivre aux 15 premières minutes, l'intervalle où Paris exerce un pressing féroce, comme s'il voulait plier l'affaire d'entrée. Luis Enrique refuse de laisser Chelsea trouver le tempo, il veut les faire exploser avant même qu'ils n'aient fini de lasser leurs crampons. N'oublions pas non plus, Dembélé ne respecte aucun quadrillage, non, il sème le chaos dans ces zones parasites où personne ne sait vraiment qui doit le prendre, stopper, sentinelle ou latéral, le temps que l'arrière-garde tergiverse. Vitinha s'est déjà glissé dans le half-space et Hakimi surgit tel un projectile. Alors, pour contrecarrer ce mécanisme, Chelsea a-t-il besoin d'un démêleur de nœuds ou d'un saboteur capable d'éteindre l'incendie avant qu'il ne prenne? Et si oui, qui? Deux noms se détachent, Moises Caicedo et João Pedro. Le premier aisait la plaque tournante exposée à la plus forte pression, le second est l'étincelle qui peut renverser le scénario d'un seul geste. À eux deux, ils incarnent le passage de la survie sous l'étau parisien à la riposte éclair. Exemple concret, Chalobah reçoit une passe en retrait, Dembélé est désiré, Doué fonde sur lui. À cet instant, Caicedo devient le bouclier vital. C'est le premier relais lorsqu'il faut lancer la construction depuis l'arrière. Quand la ligne défensive est étouffée par le premier rideau parisien, le ballon doit atterrir dans les pieds de Caicedo ou d'Enzo Fernandez, un joueur capable de survivre dans un espace exigu, à un rythme effréné, sous un choc permanent, non pas un artiste, mais un métronome. Dans n'importe quelle animation, Caicedo est toujours l'homme le plus proche du cuir au moment où tout bascule. S'il n'est pas là, au bon endroit et au bon moment,
Chelsea manque tout simplement d'oxygène. La présence de Caicedo offre aussi une lecture tactique précieuse, celle du troisième homme masqué. Lorsqu'il reçoit le ballon, deux joueurs adverses au minimum sont attirés vers lui, mais dès le deuxième contrôle, il ne s'attarde pas, il libère la balle dans l'espace qu'il vient lui-même de désorganiser, et c'est là qu'Enzo ou C. Palmer peuvent de surgir et enclencher la séquence désordre, étirement, transition. Et dans cette bascule, aucun joueur n'incarne mieux l'art de la contre-attaque que João Pedro. Il représente la deuxième clé. Il ne joue pas comme un avant-centre classique, ne cherche pas à recevoir dos au but. Pedro a un sens du déplacement presque indéchiffrable. Il s'écarte naturellement des zones de pression, infiltre les half-space que Paris délaisse parfois lorsque Hakimi ou Mendes montent trop haut. Il incarne le guetteur de faille. Quand le PSG pousse, il y a toujours cet infime instant où Marquinhos ou Beraldo doivent sortir de leur ligne ou se retrouvent mal alignés. Pedro n'a pas besoin de plus, un léger appui, une feinte discrète, et il glisse le ballon dans la brèche, là où le défenseur n'a pas encore eu le temps de pivoter. En demi-finale, il a marqué dans une configuration identique, sans éclair de vitesse, mais avec un sens aigu du timing. Il est intervenu sur la troisième touche de balle d'une transition, juste après le crochet intérieur de Palmer, dans le couloir que ce dernier venait d'ouvrir. Ce qui rend João Pedro si particulier, c'était qu'il ne cherche jamais à s'imposer comme héros. Il évolue en soutien, souvent en retrait par rapport à l'attaquant de pointe, et agit dans l'ombre pour amplifier les mouvements des autres. Et c'est justement ainsi qu'il parvient à déverrouiller des espaces que Paris croyait fermés à double tour. Caicedo et João Pedro offrent à Chelsea deux choses précieuses, la stabilité sous pression et la capacité à attaquer en infériorité numérique, un atout majeur si les Blues optent pour un bloc bas et misent sur la contre-attaque. Et n'oublions pas Pedro Neto, prêt à prendre la profondeur sur l'aile, ou Cole Palmer, toujours menaçant quand il peut armer son pied gauche. Le pire scénario pour Chelsea, perdre le ballon avant même d'amorcer la transition, quand João Pedro n'a pas encore décollé, que Caicedo bataille encore pour s'en sortir et que Palmer est toujours encerclé. À cet instant-là, l'équipe est déséquilibrée, piégée dans un entre-deux, et Paris peut marquer en 5 secondes. Et vous le savez aussi bien que nous, quand on laisse le champion d'Europe ouvrir le score, les chances de victoire s'évaporent vite. Mais si Chelsea marque en premier, alors la donne change radicalement. Le PSG devra faire face à un bloc compact et structuré, exactement le scénario espéré par les hommes de Enzo Maresca. Un but d'avance peut suffire à tout changer. En somme, dans un match où Chelsea part avec le statut d'outsider, les opportunités ne se présenteront que si ces deux clés tournent à la perfection. Pas besoin de dominer, pas besoin d'éblouir, juste être là au bon moment, avec les bons hommes. Et vous, que pensez-vous de cette finale? Donnez-nous votre avis en commentaire.